Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Bonsoir Natacha, bonsoir tout le monde. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer notre aventure sur la découverte et la compréhension des personnes à haut potentiel. Et donc aujourd'hui, nous allons voir avec Sylvie, surtout Sylvie, le point surtout de comprendre les personnes à haut potentiel. Nous allons aborder toutes les techniques que nous connaissons, que vous connaissez peut-être déjà, sur les tests, les comportements, comment ils sont. Mais Sylvie, je te laisse la parole dans quelques instants. Donc suivez-nous. Sylvie, très souvent, quand on va parler des personnes à haut potentiel, on aborde un outil qui s'appelle les tests. Je crois que c'est des tests de QI. Et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus à ce sujet. Est-ce que c'est un outil qui est fiable ou pas, qui est parlant? Alors, malheureusement, pas pour les personnes à haut potentiel, parce que, comme je l'avais déjà expliqué, les personnes à haut potentiel, c'était complètement mal abordé, puisque à la base, on a cru que c'était obligatoirement des personnes avec un très haut niveau intellectuel. Or, au potentiel, ça n'a rien à voir. C'est une hypersensibilité et c'est une intelligence différente. Donc, beaucoup de personnes à haut potentiel qui vont faire ces tests vont avoir des résultats qui prouvent au contraire que leur QI n'est pas mirobolant. Et donc, ceux qui font passer ces tests-là vont dire, bah voilà, vous n'êtes pas à haut potentiel parce que vous n'avez pas un QI de 130, 160 ou je ne sais quoi. Or, il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a donc le fait qu'il y a une hypersensibilité qui fait qu'en plus, ces tests-là peuvent être hyper stressants pour les personnes au potentiel qui sont déjà hypersensibles, qui en plus la plupart du temps n'ont pas confiance en elles parce qu'elles se sentent tellement différentes, en décalage, et souvent elles vivent une profonde solitude et une espèce de repli sur soi. Donc tu penses bien que leur faire passer un test comme ça, c'est hyper stressant et il y a un risque d'échec simplement déjà par leur état émotionnel. Et je crois avoir déjà parlé une fois, je me souviens plus très bien, mais que moi, quand il fallait faire du calcul mental ou des tests de calcul mental à l'école, mais c'était une catastrophe. J'étais mais nulle, osons le dire, parce que j'étais mais dans un état de stress absolument phénoménal. Donc, c'est malheureux qu'il y ait des personnes qui restent braquées sur ces tests qui font croire que on est HP parce qu'on a un haut QI, ou alors on ne l'est pas parce qu'on a un QI qui est bas. Ça ne fait pas de sens. D'accord. Alors, à contrario de ce test de QI, est-ce qu'il existe, alors moi vraiment, même personnellement, ça m'intéresse, est-ce qu'il existe un autre outil, une autre méthode, quand on a un enfant qui est hypersensible, de savoir que c'est un enfant ou un adulte HP ou ça n'existe pas encore? Alors oui, et là aussi, ça demande d'être vigilant parce que, alors tu as le site qui est vraiment pour moi le plus précis, et on voit bien que ce sont des personnes HP qui s'en occupent parce que le langage est très clair, tchac, 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 et très pointu. Même si ce n'est pas propre uniquement aux personnes à haut potentiel. Mais le site douance.be, on va l'afficher sous la vidéo, il y a un test. Et je crois que ça s'appelle caractéristiques. Et donc là, moi, je peux dire que ça m'a vraiment permis de découvrir ce que c'est qu'un être HP, que c'est grâce à ce test-là que j'ai découvert que j'en étais une. Mais concrètement, le problème, c'est que de nouveau, il y a d'autres tests et ces tests-là sont pratiqués par des médecins psychiatres ou des psychologues, et de nouveau, l'interprétation peut être mal faite. C'est-à-dire que souvent, de nouveau,
on va cataloguer les personnes, les enfants notamment HP, comme hyperactifs, avec troubles ou déficit de l'attention, et on va souvent décréter qu'ils ont besoin d'un médoc pour les calmer, pour qu'ils reviennent en fait à la norme sociétale qui est que tu dois être un enfant obéissant et soumis. Donc ça non plus, c'est pas OK. Donc faites vraiment attention. Les sites spécialisés ou les tests spécialisés qui ont été créés par des personnes à haut potentiel, là, c'est OK. Donc, notamment sur ce site-là. D'accord, merci pour cette précision. On la mettra après la vidéo. Je pense que tu es très bien placée, Sylvie, pour nous parler en fait de cette sensation de se sentir différent. Oui, alors, même si ce n'est pas propre qu'aux personnes à haut potentiel, hein, tu as aussi donc, mais on en parlera par la suite des personnes Starseed et qui viennent d'autres plans et tout. Mais il y a des similitudes effectivement entre les deux. Mais là, comme on parle plutôt des personnes à haut potentiel, c'est vrai qu'il y a cette difficulté de se sentir, comment dire, sociétalement inclus. Voilà, on a du mal à créer un lien avec les autres parce qu'on est souvent dans une maturité mentale qui est là plus précocement. Et alors, on est peut-être moins drôle, on a peut-être moins ce côté léger, tu vois. Mais par contre, on va être très rêveur d'un autre côté. Donc, tu vois, c'est intéressant. Et je ne me souviens plus de ta question exacte. Simplement d'expliquer en fait comment on dépasse ou pas en fait cette sensation de se sentir différent des autres. Voilà, Oui, même par rapport à l'entourage aussi, tu vois, oui. la compréhension de l'entourage. Alors, ben, c'est ça qui est effectivement très compliqué parce que comme on a tendance à se replier sur soi, on aura tendance à voir les autres non pas comme des ennemis, mais comme des êtres avec qui on n'arrive pas à entrer en interaction. Alors, on ne parle pas. La plupart des personnes à haut potentiel vont avoir tendance à perdre confiance en elles-mêmes et à se replier sur elles-mêmes puisqu'elles n'arrivent pas à entrer en communication avec les enfants du même âge parce qu'elles vont trouver que les jeux sont stupides, inintéressants et en plus elles n'auront pas envie de s'inclure dans une bande, tu vois. Donc eh bien, s'il n'y a pas des parents pour aider ou des instituteurs, des institutrices, un corps enseignant formé à ça, et ça, c'est un grand, grand manque, eh bien, on passe pour des capricieux, on passe pour des enquiquineurs, des perturbateurs. Voilà. Voilà. Alors moi, c'était pas mon cas. Moi, je suis allée dans vraiment le repli sur soi. Donc moi, j'étais l'élève appliqué qui ne dérange personne. Et pareil, dans ma famille, j'ai été discrète, je ne dérangeais personne. Mais donc, moi, je m'en suis sortie parce qu'à un moment donné, vraiment, quand j'étais ado, je me suis rendu compte que si moi, je ne faisais pas le pas d'aller vers les autres, il n'y a personne qui allait venir vers moi. Et donc, je me suis forcée. J'ai dépassé, je me suis battue, je peux vraiment dire, contre ma timidité pour créer des liens. Mais j'étais maligne parce que je repérais les autres personnes qui étaient timides. Donc, quand je voyais une fille qui avait à peu près mon âge et qui était un peu toute seule, je me disais, ouh, celle-là, c'est bon, j'y vais. C'est sécuritaire. Mais alors, Sylvie, quand même, je sens qu'il y a aussi quand même une part de stress qu'une personne à haut potentiel peut ressentir en fait dans son quotidien. Ça peut être anxiogène pour un enfant. Ah ben c'est clair, c'est hyper anxiogène. Alors là, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça développe souvent aussi chez les personnes à haut potentiel une espèce de quête de perfection.
Les personnes à haut potentiel vont avoir tendance à être extrêmement minutieux, mais aussi extrêmement exigeants avec eux-mêmes et avec les autres après. Et c'est là où ça peut un peu porter des conflits, des disharmonies, parce que cette exigence qu'on a, nous, envers nous-mêmes, on se l'impose, on se l'inflige d'une certaine manière, et c'est tellement normal qu'on ne voit pas pourquoi les autres ne font pas pareil. Et donc, on a beaucoup de mal, et ça peut nous donner cette apparence rigide ou cette apparence un peu ouais, rigide, hein. Comme quoi, waouh, les moindres détails, on est attentif. Ben oui, mais parce qu'on est hypersensible au bruit, on est hypersensible au son, on peut être hypersensible aux odeurs, au goût. Il y a cette type. L'hypersensibilité, c'est pas seulement émotionnel, hein, c'est aussi au niveau justement du toucher. Tous les sens en fait sont hypersensibles, et ce qui fait que le système nerveux est plus fragile et nous rend beaucoup plus réceptif à l'environnement, et donc forcément, ben, on va moins bien le supporter que d'autres. D'accord. Tu as parlé, en fait, voilà, on était dans cet aspect anxiogène, le stress que ça peut occasionner chez une personne à haut potentiel. Toutefois, est-ce qu'il y a une solution? Parce que là, j'arrive sur la partie de, pas solution, mais c'est juste savoir quand on a en face de nous une personne à haut potentiel, comment faire? Est-ce qu'il y a une possibilité pour essayer de canaliser ça et d'ouvrir un accompagnement? Alors, bien sûr, heureusement, il y en a de plus en plus, hein. Et c'est parce que ça me touchait aussi personnellement que j'ai voulu, moi, me spécialiser dans ça, dans cet accompagnement. Mais clairement, il y a un manque de structure absolument phénoménal actuellement. Tu comprends? Dans les systèmes scolaires, dans le système même d'accompagnement. Il n'y a pas de cours pour les parents, alors que c'est ça qu'il faudrait déjà. C'est que les parents soient accompagnés plutôt qu'on s'occupe que d'assommer l'enfant avec des méthodes, avec des psychothérapies qui ne servent à rien, avec des médicaments qui les lobotomisent et qui font qu'après, ils sont encore plus dépressifs et encore plus désillusionnés par rapport à leur avenir. Donc, oui, il y a des solutions. Moi, je fais des soins de rééquilibrage et ça permet vraiment à ces êtres-là de se sociabiliser parce qu'ils se sentent en sécurité avec les autres enfants, par exemple. Lorsque je m'occupe des enfants, ils vont pouvoir créer des liens avec d'autres enfants, même s'ils se sentent très différents, même s'ils se sentent en décalage. Ils vont perdre ce sentiment parfois de se sentir supérieur vis-à-vis des autres, et ils vont accueillir aussi la différence, non pas comme quelque chose d'agressif, mais comme quelque chose d'enrichissant. Et puis surtout, ce que je dis toujours aux parents, ramener l'enfant à ressentir son corps, parce que c'est par ce corps, par cette interaction avec le corps physique, que l'enfant à haut potentiel va cesser d'être toujours dans la tête, parce qu'il est en hyperactivité cérébrale tout le temps. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des troubles du sommeil quand ils ont un haut potentiel. Ça n'arrête jamais. Très bien. Eh bien, Sylvie, on arrive bientôt à À la fin, la fin de cette vidéo. Est-ce que tu as juste un conseil, en tout cas par rapport à cette première vidéo, enfin pas cette première vidéo, mais la vidéo de ce soir, pour clôturer ce sujet-là? alors, en réalité, je pense que ça va être, je ne vais pas rajouter plus parce que je pense qu'on va y aller petit bout par petit bout, C'est sûr. et que par tes questions, ça va me permettre d'affiner, parce qu'il y aurait tellement, tellement, tellement à dire. Il y aura tellement à dire de toute façon. Eh bien, c'est moi qui vais faire la clôture de cette vidéo. J'ai envie de simplement rebondir sur vraiment la pertinence de tous tes propos, mais la partie où tu as insisté sur les parents, que les parents doivent aussi être vigilants par rapport à l'hypersensibilité de l'enfant et de ne pas rester dans cette incompréhension, dans ce verrouillage, mais aussi que les parents puissent être accompagnés pour être au mieux à l'écoute et à la compréhension de l'enfant à haut potentiel, ou ça peut être aussi un adulte.
Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Et de vraiment prendre le temps de chercher des spécialistes qui vraiment savent de quoi ils parlent et connaissent exactement la cause HP. Ça, Exact. c'est primordial. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, À Sylvie. tout bientôt. Merci à toi, Natacha. Au revoir.